Mercredi 15 mars 2023, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Bonsoir à tous, restez avec nous jusqu'à la fin. À la une de l'actualité de ce jour, deux nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance auprès du président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlou. Il s'agit des ambassadeurs d'Égypte et d'Iran. Reportage sur les images de Nzara Njiansou. Son Excellence Madame Rabab Saïd Abdou Abdelhadi est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte à Madagascar pour une durée de 4 ans. Elle a présenté aujourd'hui ses lettres de créance au président de la République de Madagascar. Les deux pays, Madagascar et l'Égypte, sont déjà des alliés de longue date dans divers secteurs de coopération comme l'agriculture, la santé ou encore la construction d'infrastructures. Cette coopération se renforce car actuellement, une société égyptienne est à Madagascar pour la construction de l'autoroute reliant Antananarive et Touamasin. Our bilateral relations over the past couple of years have... Et donc nos relations bilatérales ont beaucoup développé au cours des dernières années et j'ai hâte de travailler avec toutes les autorités, les différentes instances à Madagascar pour continuer à développer ces relations bilatérales dans le domaine de l'agriculture, de la santé, des infrastructures. And health. I think it's going very positively. Donc le projet de construction avance bien et j'aimerais également ajouter que le secteur privé en Égypte est vraiment intéressé à étendre, vraiment à agrandir ses activités, sa coopération et ses investissements ici à Madagascar et on a vraiment hâte de chercher les moyens de rassembler les deux secteurs privés de Madagascar et de l'Égypte pour voir comment renforcer ces opportunités-là. For bilateral cooperation in the sector. I'd like to add that I look forward to... Et j'aimerais également ajouter que j'ai vraiment hâte de mieux connaître aussi la population, le peuple malagasy et la culture malagasy pour vraiment renforcer aussi les liens culturels vraiment d'une personne à une autre entre Madagascar et l'Égypte. People contacts between our two countries. Aujourd'hui également, le nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran, son Excellence M. Hassan Ali Bakshi, a présenté ses lettres de créance au président de la République de Madagascar. Ce nouvel ambassadeur résident de l'Iran a renforcé la coopération et la relation diplomatique entre les deux pays. Il a également affirmé que Madagascar et l'Iran pourront coopérer dans divers secteurs, notamment l'agriculture, la pêche ou encore la santé. Transmettre les lettres qui m'accréditent auprès de votre Excellence. Merci, ambassadeur. C'est un grand plaisir de recevoir ces lettres qui vous accréditent en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran à Madagascar. Il est à rappeler que le mandat de ces deux ambassadeurs dans le pays dure 3 à 4 ans. Dans les actualités sociales de ce soir, afin d'éviter les plaintes des patients qui viennent au sein des centres de santé ou des hôpitaux publics, les agents de santé ont bénéficié d'une formation sur l'accueil et la relation avec les patients. Il s'agit d'un projet pilote qui a débuté aujourd'hui et sera étendu dans toute la grande île. Reportage de Rado Ramananzatouf et Nzara Njiansou. Les patients et leurs accompagnateurs se plaignent souvent de la façon dont ils sont accueillis au sein des centres de santé et des hôpitaux publics. Ces plaintes deviennent de plus en plus fréquentes. Des efforts ont été déjà entrepris par le ministère de la Santé publique, ce qui a entraîné une baisse de leur nombre depuis environ 1 an ou 1 an et demi. Néanmoins, des améliorations pourront encore être faites selon le ministre de la Santé publique. Un des moyens pour réduire le nombre de ces plaintes consiste à savoir communiquer avec eux, raison pour laquelle une formation a été dispensée aux agents de santé concernant ce point. Ce projet de formation est un projet pilote qui a débuté dans la capitale. Ce sont les agents de santé dans les grands hôpitaux d'Antananarive, notamment la GRA, Befedatanan et Antuta Penak qui ont été les premiers à être formés. Outre les responsabilités des agents de santé, il a été rappelé que les patients et leurs accompagnateurs devront également respecter le règlement intérieur des hôpitaux, comme les heures de visite et de circulation au sein des hôpitaux, mais aussi le nombre des gardes malades autorisés. Cette formation sur l'accueil et la relation avec les patients sera étendue au niveau des districts selon les explications.
Et les habitants dans le Foukontane d'Internet B se sont trahis par le maire de la commune de Damboujapé, tout selon les informations reçues aujourd'hui. Si l'État a offert des lampes Cobra, il a été dit qu'ils seront installés dans les zones rouges en matière d'insécurité. C'est d'ailleurs la priorité du projet. Mais dès que les lampes sont arrivées, le maire les a installées dans les endroits qui lui plaît sans tenir compte des priorités. C'est Sylvain Sech Indianab nous en dit plus. Couloir de la mort d'Itos, c'est devenu l'appellation de ce Foukontane d'Internet B Itos dans la commune d'Amboujapé. On ne peut y passer que dans la journée car dès que le soleil se couche, cet endroit devient le fief des bandits et des détrousseurs du fait du manque d'éclairage selon les dires de la population. Plusieurs étapes ont été déjà initiées et la population avait déjà demandé depuis des mois de pouvoir bénéficier de ces lampes Cobra et des projets pour éclairer les ruelles. Cette demande de la population a été entendue selon les explications du chef de Foukontane d'Internet B dans la commune d'Amboujapé. Il a ainsi été confirmé que ce Foukontane devrait être priorisé dans l'installation de l'éclairage public par l'État étant donné sa renommée de couloir de la mort d'Itos. Pour autant, les éclairages ont été détournés par le maire vers d'autres endroits selon les explications. Ce maire de la commune d'Amboujapé serait déjà réputé pour ses actes de favoritisme dans la gestion des affaires de la commune selon les informations. Et cela se reflète dans la distribution des lampes Cobra octroyées par l'État. Ce maire qui n'arrête pas de faire parler de lui depuis 3 ans selon toujours les informations. Dans les informations de ce jour également, le salon des déchets qui s'est tenu pendant 2 jours à l'Arbi s'est clôturé aujourd'hui. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a souligné que de nombreux efforts devraient être déployés en termes de gestion pérenne des déchets solides afin d'atteindre les objectifs relatifs au mode de consommation et de production durable dont la transformation des déchets fait partie. La recherche et la coordination en matière de gestion des déchets sont les clés pour atteindre ces objectifs, d'après toujours Fidniavra Vukac. Ce dernier a réitéré l'intérêt particulier de cet événement vu l'importance de la gestion durable des déchets. Il est grand temps de passer à l'action. Les résultats du salon sont encourageants avec la volonté des acteurs et des participants de travailler ensemble pour l'amélioration de la gestion des déchets à Madagascar, notamment les maires qui sont des maillons importants pour y arriver et qui ont signé la charte de l'environnement selon le ministre. Explication. Les déchets ont vraiment des places très importantes et nous savons tous en tant qu'acteurs, partie prenante dans le domaine de l'assainissement, que beaucoup reste à faire à la gestion des déchets. Et il est temps de passer à l'action et ne pas de pointer du doigt. Mais c'est qui est responsable, qui doit faire quoi, comment. Nous savons tous à la fois les défis et les opportunités dans la chaîne de gestion, dans la chaîne de valeur de la gestion des déchets, aussi bien au niveau de pré-collecte, au niveau de stockage, au niveau de transport, au niveau de valorisation, au niveau de transformation. Beaucoup reste à faire. Et je lance vraiment un appel à tout un chacun, à nous tous, suivant notre compétence, suivant notre responsabilité, nos attributions respectives, de voir vraiment une solution plus concrète, au court terme, à long terme, à moyen terme, et de nous donnons la main, parce que la bonne gestion du déchet, par rapport à l'objectif de développement durable numéro 12, c'est vraiment, il faut qu'on établisse le mode de consommation de production durable par rapport aux déchets. Et par rapport au résultat de la première journée d'hier, j'en suis très content et j'en remercie déjà tous les maires, nous tous, pour les responsabilités que nous avons déjà prises, la signature de la charte de l'environnement, l'engagement de tout un chacun. C'est clair que c'est, on peut dire, une responsabilité au niveau communal, mais l'État, à travers le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, veut vraiment donner l'appui, l'accompagnement, les orientations stratégiques à toute l'échelle, à tous les niveaux, pour qu'on change vraiment la place des déchets ici, à Madagascar, aussi bien dans les grandes villes que dans le milieu rural. Je souhaiterais donc, à notre salon, que nous atteignions l'objectif et nous aurons vraiment une proposition concrète, nous changeons ensemble en plan d'action. Le ministère
le gouvernement n'est pas toujours là et sollicite toujours la continuation, renforcer le partenariat, développer les différents projets et initiatives avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec les secteurs privés, avec nous tous, pour le bien-être de notre population et changeons l'histoire avec les déchets ici. Et justement, puisqu'on a parlé de mer et de gestion des déchets au niveau de leur commune, les infrastructures de gestion des déchets dans la commune urbaine de Touamas n'arrivent plus à suivre l'accroissement du nombre de la population. Les déchets ramassés par la commune quotidiennement atteignent les 110 tonnes par jour actuellement, selon les dires du maire de la commune de Touamas. Ainsi, la commune cherche un moyen d'exploiter les déchets de façon à ce qu'ils soient rentables. Un centre de triage des déchets a été déjà installé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable à Touamas, mais le but de la commune est de trouver un moyen de transformer les déchets en énergie, selon les informations recueillies par Anienne Martina dans ce reportage. La population dans la commune urbaine de Touamas, dans la région Antinanan, atteint les 400 000. 25 bacs à ordures sont utilisés pour collecter les déchets de cette population. Ces matériels n'arrivent plus à contenir ces déchets, selon le maire de la commune de Touamas. Cette commune ramasse 110 tonnes de déchets par jour qui sont transportés à 12 km de la ville de Touamas. Pour se projeter loin, la commune ambitionne de transformer ces déchets en énergie ou biogaz. Elle veille à la propreté de la ville et que la commune puisse trouver des alternatives en énergie pour tous. La commune de Touamas a déjà un centre de triage des déchets installé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. De ce fait, la commune est en quête de partenaires qui puissent les aider dans ce projet, mais aussi pour pouvoir bénéficier de partage d'expériences avec les professionnels à travers la participation à l'événement d'exposition de transformation de déchets qui a débuté hier à Antananarivo. Dans l'actualité sportive de ce soir, le monde du rugby est en deuil. Ranjiama Sinzana Arlands, un joueur de l'équipe USI Coupe et également membre de l'équipe Maki des moins de 20 ans, est décédé lundi dernier. L'équipe de Viva s'est rendue aujourd'hui à son domicile où les proches disparus n'en reviennent toujours pas de ce soudain décès. Liva Anjiamananzar, Yves Janel ont effectué le reportage. Anjiama Sinzana Arlands Finonantsu avait fait partie de l'équipe nationale malgache de rugby des moins de 20 ans au Maki U20 depuis 2 ans. L'Inde était également un joueur de l'USI Coupe. Selon sa famille, il était un grand espoir du rugby malagasy. D'ailleurs, son grand-père occupait déjà le poste de 3e ligne de l'USI Coupe lorsqu'il jouait encore. L'Inde était pilier au sein de l'équipe nationale. Dans le jeu, il était vraiment un pilier sur lequel les autres joueurs s'appuyaient. Il se distinguait également par sa ruse et son habileté sur le terrain. Pour rappel, lundi, Anjiama Sinzana Arlands Finonantsu est mort à 21 ans. Aujourd'hui, il a été enterré à Mbuidav, Mbuimidas. L'équipe de Viva TV adresse ses condoléances à la famille de l'Inde et à ses proches. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Au Malawi et au Mozambique, le bilan du cyclone Freddy continue de s'alourdir, dépassant désormais les 200 morts. Près de 59 000 personnes ont été touchées au Malawi et près de 20 000 déplacés hébergés en urgence dans des écoles ou des églises. France 24. Sous une pluie constante, ces habitants font la queue devant une morgue. Ils sont venus identifier les corps de leurs proches. Des dizaines de personnes ont été tuées après le passage du cyclone Freddy au Malawi. Plusieurs autres sont toujours portés disparus. Vous voyez cette zone? Elle était remplie de maisons. Toute la zone ici, à partir de là-haut, les gens ont disparu. Les gens ont disparu, les choses ont disparu, tout a disparu. Il y a beaucoup de cadavres dans la boue, beaucoup de cadavres. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. L'enfant était enfoncé dans la boue jusqu'au cou. Elle appelait à l'aide. Même si l'eau coulait très fort, nous avons réussi à traverser et à la sauver. C'était très difficile, mais nous avons réussi à la sortir de là. Le cyclone Freddy a ravagé le Malawi ce week-end, provoquant des glissements de terrain et des inondations. Des routes éventrées et des maisons entières englouties dans les glissements. De nombreux habitants sont toujours privés d'électricité. Les autorités ont déclaré l'état de catastrophe naturelle dans le sud du pays.
et faute de moyens, en appelle à l'aide internationale. Après s'être formé au large de l'Australie début février, Freddy a traversé l'océan Indien et a frappé la région une première fois, fin février. Le Malawi, mais aussi le Mozambique et Madagascar. Freddy est l'un des cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés dans l'hémisphère sud. Et les forces de l'ordre pakistanaises ont utilisé des gaz lacrymogènes pour repousser les partisans d'Imran Khan qui tentaient hier d'empêcher des policiers de l'arrêter à son domicile. Les précisions du correspondant de France 24. De véritables scènes de chaos ont eu lieu devant la résidence d'Imran Khan, l'ex-premier ministre, qui se trouve à Lahore, puisque des centaines de militants, des centaines de partisans du PTI sont rassemblés depuis plusieurs heures devant sa résidence, alors que la police, appuyée par les paramilitaires, ont tenté à plusieurs reprises de se frayer un chemin pour accéder à sa résidence, et ils ont utilisé pour cela des canons à eau, des gaz lacrymogènes. On a vu également sur les vidéos qui ont été diffusées par les médias locaux des manifestants utiliser des bâtons pour s'en prendre aux policiers ainsi que des pierres qu'ils lançaient contre les forces de l'ordre. On a également vu de nombreux militants blessés apparaître donc sur ces images avec des blessures à la tête notamment. Donc ces partisans dénoncent une cabale contre l'ancien Premier ministre Imran Khan qui, à l'intérieur de sa résidence, a appelé dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux ses partisans à manifester à travers le pays, et des milliers de partisans ont répondu à son appel en descendant dans les rues à Karachi, à Islamabad, à Rawalpindi, à Sialkot pour protester contre cette tentative d'arrestation, puisqu'Imran Khan est visé par un mandat d'arrêt puisqu'il est jugé dans une affaire, il doit être jugé dans une affaire de corruption. Imran Khan qui dénonce une cabale, il dénonce des manœuvres politiciennes et un acharnement judiciaire pour faire taire son mouvement, le PTI. Depuis qu'il a été évincé du pouvoir en avril l'année dernière, Imran Khan ne cesse de mener des rallyes, des rassemblements à travers le pays pour protester contre le gouvernement en place. Il dit que lors des prochaines élections qui doivent avoir lieu cette année, il remportera ces élections à nouveau puisqu'il bénéficie d'un soutien populaire, et c'est pour cette raison, dit-il, que le gouvernement tente de le mettre à terre. Et la cofondatrice de l'organisation Abortion Dream Team, Justyna Widrysinska, a été condamnée à des travaux d'intérêt général pour avoir aidé une femme à avorter en 2020. La Pologne possède une des législations les plus restrictives d'Europe en matière d'IVG. Pourtant, plus de 80% de la population du pays est favorable à une libéralisation. France 24 nous en dit plus. Le verdict tombe. La militante Justyna Widrysinska est reconnue coupable. Elle est condamnée à 8 mois de restriction de liberté avec l'obligation d'intérêt général non rémunéré et supervisée à raison de 30 heures par mois. En 2020, une Polonaise dans sa 12e semaine de grossesse veut avorter. Elle se tourne alors vers l'activiste qui lui envoie des pilules abortives. Mais son mari découvre ce que contient le paquet et prévient la police. Justyna Widrysinska risqua jusqu'à 3 ans de prison. Elle prévoit de faire appel. Je ne me sens pas coupable, c'est ça le problème. J'ai des émotions très bizarres à ce sujet, ou alors peut-être même que je n'en ai pas. Je n'arrive pas encore à me retrouver dans cette situation. J'étais assise pendant le verdict et j'ai écouté comme si ça ne me concernait pas du tout. Je n'accepte pas le verdict. La Pologne a l'une des lois les plus restrictives d'Europe en matière d'avortement. Il n'est autorisé qu'en cas de danger pour la vie de la femme enceinte, de viol ou d'inceste. Pourtant, d'après un sondage récent, plus de 80% des Polonais sont favorables à la libéralisation de cette loi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention sur ce très bon suite de programme et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.